Alors, on va reprendre, il n'y a pas encore tout le monde, mais tant pis. Si vous pouviez regagner vos places, attachez vos ceintures. Alors, oui, petite précision, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à vous demander clairement, et comme vous avez pu le voir, on prend des photos, on filme un peu toute la journée. Si vous avez un quelconque besoin de ne pas être filmé, ou vous ne voulez pas apparaître sur la toile, sur le web et dans le monde, n'hésitez pas à aller voir le charmant jeune homme derrière la caméra qui floutera vos visages en post-production. Merci. Autre précision pour les ateliers, on n'a pas encore beaucoup d'inscrits, on a vu sur les fiches, donc n'hésitez pas pendant la pause déjeuner qui sera vers 12h30, 12h45 à peu près, à aller vous renseigner sur les ateliers et aller vous inscrire à celui de votre préférence. Nous laissons la parole à Monsieur Lemoine. Merci. Bonjour à tous. Merci à Sidonie et à toute l'équipe de m'avoir invité pour cette brève intervention finalement, mais qui va vous empêcher de manger puisque j'applique mécaniquement les retards et donc nous allons terminer vers 13h45, 14h. On écrit immédiatement sur les ateliers, donc on a prévu des sandwichs, semble-t-il. Merci. Comment dire, je suis venu plusieurs fois dans cette université, il y a déjà un certain temps, d'ailleurs à l'époque d'Alex Michieli, à Béziers, et ici aussi une fois pour une soutenance mémorable, et puis aussi ailleurs pour 2-3 soutenances, etc. Dans le fond, je viens assez souvent à Montpellier, et je suis donc heureux de revenir, et puis d'avoir cette espèce de vision sur le long terme de votre équipe, qui, comme toutes les équipes, a connu des aléas, des difficultés, et des difficultés, comment dirais-je, à faire face intellectuellement, cognitivement, aux changements qui leur étaient imposés. Et avec une espèce de frénésie à retrouver la même chose le plus vite possible. Comment dire, en plus, Sidonie m'a dit, bon ben voilà, tu as fixé un programme, mais ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu sais t'adapter au contexte et tu vas sûrement prendre des notes sur tout ce qu'ils vont dire ce matin et ensuite tu vas raccrocher là-dessus, donc pour faire un exposé qui sera forcément très brillant et tout le hasard. Il a une capacité de mobilisation qui est assez inquiétante en fait, parce que... Donc comment je vais prendre le problème je vais le reprendre en fait comme je l'avais laissé lors d'un débat sur le constructivisme avec Alex Michieli lors d'une journée qui a débouché sur un bouquin où j'avais proposé une distinction entre constructivisme projectif à la Jean-Louis Lemoine, donc la question des projets, et notre capacité ou notre impression, notre illusion de construire le monde ou de reconstruire le monde par nos projets. Et constructionnisme, qui est un peu dans la philosophie classique, c'est l'idée sur laquelle il y a une multiplicité de variantes, mais c'est dans le fond une variante du créationnisme, c'est de l'idée dans laquelle nous pourrions subjectivement, parce que nous serions une espèce à part, extraordinaire, par sa subjectivité, le fait que nous aurions un esprit et un corps, c'est après Descartes, et que grâce à cet esprit, nous pourrions enfin, selon nos désirs, selon nos diverses impulsions, sur nos projets, construire un monde qui serait, dans le fond, inventé intégralement, et sous cet aspect, bien sûr, vaguement imprévisible, mais quand même que nous pourrions construire selon nos désirs. Je vais partir de là. Dans le fond, cette affaire du constructionnisme, Alex Michieli, lui, s'en est réclamé bruyamment. Après, dans le bouquin qu'il a sorti, il a dit, moi, oui, ok, je ne suis pas constructiviste, non, je suis constructionniste. Bon, pourquoi pas. On peut avoir tous les rêves qu'on veut, y compris celui de reconstruire le monde selon ses désirs. Alex n'est pas là, donc je ne vais pas non plus continuer le débat avec lui. Je pense qu'il y a deux grandes façons, effectivement, de penser les choses, et moi, je vais essayer de vous expliquer en quoi nous avons une capacité très limitée à savoir pourquoi nous agissons d'une certaine façon, à comprendre quand nous agissons, pourquoi nous agissons comme ça, et une capacité encore plus limitée et plus dérisoire à comprendre ce que sont individuellement et collectivement le résultat de nos actions. Comme ça, vous verrez que je suis en plein au cœur de la question du changement, puisque dans le fond, puis ça me permettra peut-être de mettre en place 2-3 catégories qui étaient sous-jacentes ce matin, notamment une distinction peut-être entre les formes institutionnelles et les formes projets, ou les formes artefacts, et la question des institutions. Alors, comment dire, Descartes, il y a une
typologie classique dans la façon de penser, je dirais, nos capacités cognitives, qui consiste à dire que dans le fond, nous serions des corps et il y aurait des esprits. Nous serions dotés de ces deux choses-là, et il y aurait une séparation donc, entre le biologique et le culturel, qui est un peu historique, qu'on peut trouver à l'origine même chez Thalès de Milet, qui était ce génial initiateur de la désacralisation du monde qui continue à courir devant nous avec toutes les guerres et toutes les difficultés que nous voyons, mais qui a été le premier à dire que la recherche des causes devait être dans la nature et non pas dans la transcendance, dans la divinité. Et puis ceci dit, nous sommes restés prisonniers de cette séparation entre le biologique et le culturel. Dans le fond, le biologique, c'est ce dont nous hériterions. Et par ailleurs, ayant hérité d'un contact du biologique, l'héritage biologique, etc., nous aurions par ailleurs une capacité à agir par notre esprit sur ce qui serait par ailleurs construit, ce qui seraient des règles, des normes, etc., y compris culturelles, mais sur lesquelles nous pourrions agir. Alors, il me semble qu'il faut reprendre un peu cette distinction et qu'il faut considérer que dans ce dont nous héritons, il y a énormément d'éléments qui sont ce qu'on pourrait appeler le culturel au sens fort, au sens large du terme, c'est-à-dire que, comment le dire d'une autre façon, puisque vous parlez de l'homme avec un grand H, m'a-t-on dit, pour distinguer, parce que dans le fond, il y avait qu'un malheureux mâle à la tribune, et que... Et dans le fond, les femmes avec des grands F sont totalement absentes de cette affaire. En fait, l'humanité, avec d'autres espèces, met au monde des petits qui ne sont pas finis, qui ne sont pas terminés. Bien sûr, les femmes disent toujours que certains ne le sont jamais. Mais ceci dit, les petits ne sont pas terminés parce que, du plan cognitif, l'exposition, je dirais, à des environnements, etc., permet, même au plan biologique et au plan physiologique, d'améliorer les capacités cognitives par les connexions synaptiques, etc. Ce qui revient à dire quoi? Ça revient à dire que l'essentiel de notre appareil cognitif se constitue, bien sûr avec un fondement biologique, mais se constitue surtout par une exposition à des règles, des normes, des formes, et qui en fait structurent notre rapport au monde, qui structure donc ce qu'on peut appeler l'esprit, dans le fond, parce que l'esprit, c'est ce qui nous permet de penser notre environnement, de nous y adapter, etc. Et donc, il y a quelque chose qui est profondément hérité dans notre rapport à ce qu'on a appelé, par exemple, dans la sociologie ou dans l'anthropologie culturelle, l'institution. C'est-à-dire les institutions, c'est-à-dire ce qu'on pourrait définir, dans le fond, comme des dispositifs, des formes, des instances, je ne sais pas comment les qualifier, qui ont une tendance à nous inscrire dans une histoire et à nous amener à perpétuellement répéter la même chose. Moi, je suis un bas breton, là, tout le monde me dit quand j'arrive là-bas que j'ai oublié mon accent, mais là, je le vois très bien quand je vais m'écouter, que je n'ai pas du tout oublié que le bas breton, le breton est encore présent dans ses sonorités, dans ma façon de parler, etc. Ne serait-ce que par... Je peux même accentuer l'accent, si vous voulez. Et donc, dans cette sonorité-là, c'est hérité, j'ai été structuré comme ça. Alors, structuré par imitation, par imprégnation, par exposition au contexte. Sous cet aspect, je partage tout à fait les orientations, d'ailleurs, qui sont impulsées aussi dans cette équipe de recherche dans ce département, sur le pragmatisme. Il faut en tirer toutes les conséquences du pragmatisme, évidemment. Le pragmatisme, c'est pas seulement le contexte, c'est le fait de dire que, dans le fond, la connaissance pratique précède massivement les connaissances théoriques. Que pour l'essentiel, nous acquérons des règles qui nous permettent d'agir dans des mondes sur lesquels nous ne connaissons pas grand-chose, voire rien. Et ce qui me semble le plus intéressant dans cette affaire, ça n'est pas tellement de savoir pourquoi nous échouons, mais de savoir par quel miracle nous réussissons dans un monde dont nous ne connaissons pas grand-chose, ou dont nous connaissons quasiment rien dans certains cas. Qu'est-ce qui fait que nous réussissons à agir avec succès? Dans le fond, qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui, vaguement, à la bonne heure, à la bonne place, etc. Alors, bien sûr, vous allez dire, je connaissais Montpellier, et puis j'ai fini par me repérer. Mais donc, il y a cette question de l'institution. Et donc, de règles qui sont acquises et qui, comment dirais-je, nous permettent d'agir sans nous poser de questions. C'est ce qui fait que vous avez appris à parler sans connaître la grammaire et que, d'une certaine façon, il y a un échec flagrant, historique dans l'enseignement français qui consiste à essayer d'apprendre l'anglais en apprenant Shakespeare ou en nous apprenant par cœur, je dirais, des poèmes, ce qui est bien, went to the session of sweet silent thoughts, etc., summon of remembrance, et tout, sauf que c'est des mots qui n'existent plus dans l'anglais actuel.
Mais bon, on essaie de nous accoutumer, et après ça, quand on va à New York, on n'est même pas capable de demander un verre ou de demander à quelle heure se trouve la fin de telle ou telle période où on paie moins cher, les bières et tout ça. Bref, on a une capacité à agir sans comprendre pourquoi on agit. Alors, un petit peu ceux qui ont débattu de ça, à ce moment-là, disent que c'est par imprégnation, imitation, et que ça structure notre esprit. Et donc, c'est l'institution, chez Durkheim, chez Hayek, c'est, comment dirais-je, la capacité, comment dirais-je, cognitive, au sens fort du terme, la capacité d'imitation. Mais ça bute, à mon avis, sur un petit problème. C'est que, pour l'essentiel, il me semble, mais je ne peux pas le développer ici, l'espèce humaine a une caractéristique, c'est qu'elle met l'essentiel de son intelligence, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, non pas dans sa tête, non pas dans son cerveau, non pas dans sa capacité cognitive, non pas dans son esprit, mais dans ses environnements. C'est-à-dire que ce qui nous permet d'agir et de nous repérer avec des chances de succès, c'est que nous mettons l'essentiel des règles, des normes, nous les cristallisons dans nos environnements. C'est-à-dire que nous avons créé des générations et des générations d'humains pendant des millions d'années, avec des échecs considérables, avec des capacités à totalement partir à côté de la plaque, à se renvoyer ça dans la figure, etc., à avoir des effets en retour catastrophiques, d'autres où ça marchait, on ne savait pas pourquoi. Bref, ils ont fini par non seulement fonder un environnement qui est un environnement de règles, de normes, dans lesquelles les formes nous aident à nous orienter, mais tout ça, ça signifie que l'essentiel de notre intelligence, nous la mettons dans les objets, nous la mettons dans les environnements, nous la mettons dans les bâtiments, nous la mettons sans nous en rendre compte. Hein, ça, voilà, je sais pas, en plus ça coule parce que c'est mis dedans, mais en fait c'est parfaitement adapté. Plusieurs millions d'évolutions pour arriver à cette forme géniale dont tout le monde comprend exactement à quoi ça sert, sans même avoir besoin de se poser la question. Alors, il y a une quantité d'autres formes absolument géniales, des trucs qui sont utilisés, alors qui ne sont pas totalement spécialisés, ce qui permet à chacun de les utiliser de façon innovante. Vous avez dit que nous avions de l'innovation. Oui, il y a de l'innovation. C'est la perpétuelle capacité de bricolage que l'humanité a acquise aussi, comme capacité à s'approprier des façons d'inventer des règles à partir de celles qu'on nous a données et dont on ne savait même pas qu'on les avait, et donc essayer de jouer le jouer avec des objets, jouer avec des environnements. On peut tuer quelqu'un avec ça, c'est marrant, on peut aussi martyriser. Alors, évidemment, pensez, vous êtes comme moi, vous vous êtes fait totalement avoir. On vous a fait croire que c'était un téléphone. Grave erreur. En fait, c'est pas du tout un téléphone, c'est un dispositif multimédia hyper complexe qui permet de prendre des photos, qui permet de s'enregistrer, qui permet de communiquer, qui permet de transmettre, etc. Et on vous a vendu ça comme un téléphone. On est en train d'essayer de vous faire le même coup, mais là, vous ne marchez pas, là, vous ne la faites pas deux fois, en essayant de vous faire croire qu'une montre pourrait être absolument géniale et faire d'autres trucs. On essaie, vu la miniaturisation, de vous passer. En gros, les petits malins du marketing, en fait, ils ne l'ont pas fait exprès au départ, mais là, ils le radicalisent, sont en train d'utiliser cette faculté que nous avons à mettre l'intelligence dans les objets pour essayer d'utiliser nos objets les plus communs pour les bourrer en plus après de capacités d'action et de capacités cognitives et de capacités de règles, de normes, de façons d'agir, etc., etc. Alors il y a toute une série, évidemment, de conséquences qui peuvent être tirées de tout ça. Je ne sais pas si je suis dans le thème de ma conférence, qui était la différence entre les sphères. Ne vous inquiétez pas, j'y reviens toujours finalement au thème. Non, un certain nombre de conséquences. Alors d'abord, est-ce que le changement est possible ? Sacrée question. On me dit qu'actuellement, tout bouge, les entreprises sont instables, etc. On est passé en mode projet. D'accord ? Mode projet, c'est la première forme d'entreprise, excusez-moi. Lorsqu'on passe de l'emprise moyenâgeuse à l'entreprise, c'est-à-dire aux alentours de 1450 à peu près, les premières entreprises de commerce sont des formes projet, c'est-à-dire c'est le projet qui détermine les ressources, c'est pas l'inverse. Ce sont des entreprises non territorialisées. Ce sont des entreprises qui fonctionnent selon des règles
traditionnelle, héritée. Lorsque vous avez un marchand marseillais qui décide d'ouvrir une voie commerciale vers la guilde hanséatique et en passant à la fois par, comment dirais-je, la Méditerranée et en allant faire une étape, je dirais, à la pointe de la Bretagne, après avoir réussi à passer les tempêtes du golfe de Gascogne et tout le bazar, si par miracle il arrive en haut, il se trouve confronté à toute une série de problèmes. Donc l'alliance se fait entre un noble vénitien et un marchand marseillais. Comment est-ce qu'on répartit le bénéfice s'il y en a? Comment est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on parle la même langue? Est-ce qu'on parle de la même monnaie? Immédiatement, le problème qui se pose, c'est la question des normes. On est en train d'essayer d'inventer une forme d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Ça n'est pas les ressources, l'entreprise. C'est ce qui les fait tenir ensemble. Ce sont donc des règles, des normes, des langages, des procédures pratiques, etc., qui font que tous ces éléments, les humains, matériels, financiers, tombent ensemble. Mais vous voyez bien que les formes d'entreprise-projet sont les entreprises non territorialisées, dont le périmètre n'est donc pas spatial, mais donc qui sont temporelles, c'est-à-dire dans lesquelles ce qui est fondamental, c'est la synchronisation comme élément majeur de la coordination, et dans lesquelles, ensuite, il faut trouver des formes de langage commun, de règles communes, etc. Alors ça tombe bien, à l'époque, il y a une langue commune en Europe, c'est le latin. Cette fameuse langue qui est maintenant éliminée des universités et tout ça, il y a abandonné. Il y a une monnaie commune, c'est l'or, c'est le poids d'or, quelle que soit la bobine du roi ou du duc ou n'importe quoi qui est mise dessus, c'est le poids d'or. Il y a une difficulté à la répartition des bénéfices éventuels et à la répartition de l'investissement capitalistique, c'est qu'on n'a pas encore de comptabilité analytique. Alors, le premier traité de comptabilité a été publié par un ami de Machiavel en 1491, mais c'est quand même très 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 sommaire. Mais heureusement, ils ont les règles traditionnelles. Les règles traditionnelles, alors la confiance est basée, puisque vous avez parlé de la confiance, mais c'est simple, l'aîné des Marseillais est expédié en otage chez les Vénitiens, et c'est l'héritier des Vénitiens qui est expédié en otage. Jacques Attali, on parle dans le détail dans un bouquin qui s'appelait 1492 ou 491, 1492 je crois. C'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est l'émergence des entreprises projets. Donc vous me dites, on est passé dans des formes d'instabilité, avec un bouleversement permanent des sphères, donc sphère professionnelle, sphère privée, sphère publique. Si on nous parle de RSE, j'ai compris que c'était une méthode ou une technique de gestion des ressources humaines, ou bien pour les consultants d'accompagner le changement, etc. Mais la RSE, dans le fond, c'est pas l'objectif qui importe, c'est la technique, si je comprends bien. Mais ceci dit, la RSE, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une très grande porosité entre la sphère professionnelle et la sphère publique, ou entre la sphère privée et la sphère publique, c'est-à-dire l'irruption médiatique dans la vie des entreprises, etc., est de plus en plus grande, et que donc il faut essayer de s'en prévaloir par des discours qui interviennent sur les imaginaires, etc., sur les modes d'interprétation, sur les médias, etc. Bref, une très grande porosité, une grande dislocation, qui est consubstantielle aux entreprises projets, effectivement, ce qui caractérise la période qu'on a dit être les 30 Glorieuses, mais qui en gros était la période de reconstruction de la France et de l'Europe après la guerre mondiale. C'était une période effectivement où il y a eu un maintien des formes organisationnelles qui s'étaient progressivement institutionnalisées, c'est-à-dire dont les formes étaient spatialisées, dont les règles étaient institutionnalisées dans des textes réglementaires, dont les imaginaires de ceux qui y participaient étaient stabilisés. Mais c'est, si je lis Piketty même en travers, c'est-à-dire sur l'histoire du capitalisme depuis 2 siècles, on s'aperçoit que cette période est une parenthèse par rapport à une période qui semble être revenue banale à partir de 85, ce qu'il appelle lui la révolution capitaliste des années 80, c'est-à-dire la reprise du pouvoir par les actionnaires et la remise en place de formes projets, c'est-à-dire de formes d'organisation très profondément désinstitutionnalisées. On a parlé de l'ARS, agence, attendez, madame, vous avez oublié de dire qu'agence, c'est la privatisation des services publics. Même si ce sont des fonctionnaires, pour la majorité, je les connais bien, j'ai participé, j'interviens à l'école des études de santé, j'ai participé à la formation, au moins à l'origine, des préfigurateurs d'ARS, des directeurs, et puis maintenant, j'interviens d'ailleurs dans 15 jours auprès des inspecteurs sur des questions qui ont trait évidemment au numérique et à la mutation numérique. Donc la question, c'est qu'il y a une désinstitutionnalisation massive, la mise en forme projet des universités, la mise en forme projet du secteur santé, mais
alors on parle du changement, d'accord, c'est le retour à l'origine. Donc rien ne change dans le fond. Nous sommes enfermés dans des formes profondément anthropologiques dans lesquelles nous essayons de nous adapter à des règles, etc., qui sont... Alors on voit, voilà, je dirais... Donc la question des sphères, une première chose. Alors, la question du numérique dans cette affaire, c'est une révolution anthropologique, dit-on. C'est une révolution, c'est au moins une mutation anthropologique. Ça interroge aussi la question. Dans quelle mesure est-ce que l'irruption du numérique bouleverse vraiment les données? Vous avez parlé de transparence. Honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Hein. Une métaphore, transparence. Le seul analyse de fond que je connais sur la transparence, c'est celle qui a analysé le totalitarisme soviétique comme étant une exigence de transparence. Et bon, pour le reste, j'espère que vous allez vous battre comme moi pour protester contre la légalisation des méthodes des services de renseignement et de façon à ce qu'il n'y ait pas la possibilité d'aller fouiller légalement, au moins dans toute notre vie privée. Qu'est-ce que c'est la transparence? C'est la possibilité de vous mettre à nu et de voir combien d'hommes vont sur des sites porno, alors qu'ils jurent tous leurs grands yeux ici qu'ils n'y vont jamais, etc. On ne sait rien. Même si l'un d'entre eux a évidemment travaillé sur le porno. Et que j'ai 2 étudiants qui préparent une thèse sur les sites porno, aucun mec n'aurait pu s'inscrire en thèse là-dessus. Il était mort, malheureux. Dieu merci, les hommes sont parfois des femmes, et donc se permettent d'aller là-dessus. Mais vous voyez, le numérique, vous me dites que c'est l'immédiateté de l'accès à l'information. C'est une vraie question. C'est l'immédiateté de l'accès à des données. Est-ce que l'accès à des données, c'est de l'information? Moi, je sors d'une semaine de soutenance de projet avec mes étudiants de Master 2. Je suis stupéfait d'un truc. Aucun d'entre eux ne va chercher des informations, des données à partir de Google ou des moteurs de recherche. Ou alors très faiblement. Parce qu'il y a un sacré problème. Moi, je suis de la génération de leurs parents, mais je suis nettement meilleur qu'eux pour trouver des données sur Google. Mais alors, vraiment, on a fait la compète, ils sont vraiment à 50 000 derrière moi, ils sont mauvais. Pourquoi? Parce que j'ai vachement plus lu qu'eux, que j'ai bossé comme un dingue, que j'ai fait des thèses, que je lis tout ce qui paraît, que j'ai une culture, que j'ai lu des romans, que donc ma capacité à multiplier les angles de questionnement, les conceptualisations, etc., est plus forte que la leur, et qu'il ne suffit pas d'avoir la possibilité de faire des clics ou bien d'aller taper des mots. Il faut avoir une espèce de compréhension de base de ce qu'est l'hypertextualité, c'est-à-dire le fait que c'est la bibliothèque de Babel. Ah, le titre d'un poème d'un très grand poète, Bibliothèque de Babel, c'est-à-dire que la base de données, le data, tout, etc., là, il n'existe pas tant que vous n'avez pas été capable de le permettre à la machine de hiérarchiser vos informations de façon à ce qu'elles soient susceptibles de faire sens. D'où une différence fondamentale entre données et information, évidemment. L'information, c'est un construit, effectivement, parce que nous sommes capables de construire des trucs. Nous avons hérité de plein de choses, mais d'une capacité à construire des choses, à construire des hypothèses, à faire des paris, à faire des bricolages, etc. Donc, vous voyez, est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que la question de la temporalité est un élément majeur dans le bouleversement de nos modes de vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que c'est une question totalement ouverte. Hein. Je connais les travaux de Hartmut Rosa, je vous le conseille d'ailleurs, ceux qui ne l'auraient pas lu, qui est un chercheur allemand, on dit que c'est la 4e génération de l'école de Francfort. Il a écrit une thèse qui s'appelle Accélération, et un bouquin plus synthétique qui s'appelle Aliénation et accélération. Je vous conseille de jeter un œil là-dedans, parce qu'il définit la temporalité, le présent. Donc il dit il y a le passé, il y a le présent et l'avenir. Il donne une définition du présent qui est assez intéressante. Il dit le présent, c'est la période où nous sommes capables d'agir sans nous poser des questions sur les règles, sur le monde qui nous entoure. Donc le présent, c'est lié à la permanence des règles et d'une capacité d'agir dans un environnement qui n'a pas trop bougé. Évidemment, il y a ce qu'il appelle une éphémérisation du présent, c'est-à-dire un raccourcissement du présent, mais pour autant il ne disparaît pas. Pour autant, vous êtes à peu près certaine et certain, si vous allez dans la même direction tout à l'heure, de trouver ce machin-là qui empêche la circulation et qui est pas de façon bariolée, là, et qu'on voit passer dans les rues régulièrement, le tram. Vous êtes à peu près certain que votre ticket va marcher, etc. Donc il y a quand même, on n'est pas dans un bouleversement, l'immédiateté ne nous tombe pas dessus, etc., etc.
Donc il faudrait repenser les choses. Les technologies sont plus des technologies peut-être conservatrices que vraiment révolutionnaires. Peut-être que dans le fond, ces machins-là, qui ont été conçus et qui sont conçus de plus en plus en fonction des usages que nous en faisons et en observant nos usages. Mais nos usages sont des usages qui sont profondément conservateurs. Regardez la bagarre actuelle sur la laïcité. Dans le fond, on est encore dans deux débats sur la laïcité. Le débat, je dirais, radical français de la Révolution, la laïcité, ça relève de la sphère privée. Puis le débat de la laïcité anglo-saxonne, où la laïcité, c'est la possibilité pour les communautés de s'exprimer et d'exprimer leurs croyances dans l'espace public. Dans le fond, le débat n'a pas bougé depuis à peu près 2 siècles. Hein, et il a le même niveau d'intensité, voire plus qu'il y a 2 siècles. Donc la question, me semble-t-il, c'est la suivante. Il y a une permanence des institutions, il y a un temps lent anthropologique dans lequel l'évolution est faible, qui pose des problèmes d'ailleurs que nous voyons bien. Comment qualifier ce qui émerge, hein? Il me semble qu'il y a plusieurs problèmes dans la sémantique. Comment sommes-nous capables d'exprimer ce qui émerge et d'exprimer le nouveau, pardon. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Nous sommes obligés d'exprimer ce qui émerge et ce qui est nouveau dans les termes et dans la sémantique de ce qui existait avant, de l'ancien. Donc on a des techniques pour ça. On met en émerveillement, dans l'utopie, l'utopisation, faire en sorte de donner l'impression que c'est du nouveau, et donc en faisant miroiter un avenir radieux, plus ou moins, etc. Ou alors en faisant miroiter, à l'inverse, faire signifier le nouveau en disant que c'est la catastrophe, donc utopie noire, utopie blanche. Mais nous sommes obligés d'exprimer ça dans des termes qui sont des termes relativement anciens. Donc il y a cette dimension-là qui est quand même que, me semble-t-il, que vous avez défini le changement par le changement tout à l'heure, d'ailleurs, en disant le changement c'est qui change. Bon, on pourrait dire que au plan anthropologique, ce sont des mutations lourdes de notre conception du monde, de notre conception du temps, de notre conception de l'espace. Et ça, on voit bien que ça va très lentement, même si ça procède peut-être par bond. Alors, nous sommes dans un univers et dans un monde dont nous ne connaissons pas grand-chose. Nous ne savons pas vraiment bien pourquoi nous agissons de telle façon plutôt qu'une autre. On pourrait le savoir, hein, c'est pas la peine d'aller en analyse forcément. Il y a de l'infrarationnel, on voit bien, on est capable de restituer. Mais les conséquences de nos actions sont peu prévisibles. On a tendance à tâtonner pour essayer de voir ce qui se passe après. Alors comment se sortir d'une situation comme ça? Eh bien, donc c'est une situation de rationalité limitée, très limitée, etc. Et vous avez dit tout à l'heure les uns et les autres, y compris à la table ronde, qu'il y a de la complexité, qu'il y a tout ça, il faut être pragmatique, ce qui va est maintenant, peut-être que ça sera plus demain, mais il faut s'adapter, etc. Donc on procède comment? On procède par hypothèse, on fait des paris, on procède en essayant d'éliminer les occurrences les plus négatives, etc. Bref, on est dans le pragmatisme. Et il me semble qu'à ce moment-là, il est intéressant de distinguer entre les formes institutionnelles et les formes, je dirais, artefacts, ou les formes projets, en matière d'organisation. Les formes institutionnelles, l'organisation, sont des formes qui empruntent à l'histoire longue, hein, c'est vrai, la famille, le clan, la tribu, etc., etc. On voit bien qu'on bute tous là-dessus, ceux qui ont travaillé et ceux qui sont dans des boîtes, dans des institutions, des administrations, etc. Il y a un exemple que j'avais rencontré dans un hôpital où il y avait, comment dirais-je, l'équipe professionnelle estimait avoir le droit de donner son avis sur le recrutement d'un collègue, parce que quand même, c'est eux qui vont se le taper tous les jours, ils ont quand même le droit de donner leur avis. Ça rejoint les techniques de consultants en recrutement dans certains secteurs. Vous avez 6 000 € pour recruter un cadre. Quelle est la façon la plus simple d'y arriver? Vous rencontrez l'équipe dirigeante, vous rencontrez le conseil d'administration et vous essayez de recruter le même. Vous cherchez le même. Comme ça, il sera forcément intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance de l'institution, pardon, ou pas? Mais non, ou pas, vous allez perdre de l'argent, il va falloir repasser des annonces, il va falloir refaire des entretiens, il va falloir retrouver le truc. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais en tout cas, ce que j'observe, c'est cette tendance à mettre en avant le fait que la réplication de l'institution, dans le fond, des formes institutionnelles, sont les modalités les plus habituelles de fonctionnement. Même chose, regardez, vous avez un consultant qui vient chargé par la direction pour impulser un changement. Allez, madame vient pour impulser la RSE.
je vais vous éviter un stage sur les techniques de changement. En général, 80% des stages vous disent, lorsque vous arrivez dans une organisation, d'une institution, le personnel, face au changement, se divise en 3 catégories, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui ne savent pas qui sont au centre. En général, au bout d'une semaine de stage, on vous a appris, ou 3 jours, on vous a dit, vous devez vous appuyer sur ceux qui sont pour rallier ceux qui sont au centre et qui ne disent rien, et pour isoler ceux qui sont contre. Grave erreur. Grave erreur. Dans les démarches qualité, ceux qui sont contre sont pour. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'amélioration continue de la qualité? C'est identifier les points d'amélioration, donc avoir un point de vue critique, donc tous ceux qui sont critiques sont vachement bien. Par contre, si vous voulez jouer l'institution, vous arrivez à toutes les réunions avec un sourire du style « je suis content d'être là » et vous dites rien. C'est-à-dire ceux qui jouent l'institution, ceux qui jouent la pesanteur de l'institution, ceux-là sont gagnants à tous les coups, et ceux-là sont ceux qui agissent le mieux pour s'opposer au changement. J'ai vu ça dans des hôpitaux, dans des maisons d'enfants à caractère social, dans tout le secteur de service aux personnes, qui est le secteur le plus bousculé, et depuis une bonne vingtaine d'années, par le bouleversement des textes réglementaires, loi de 2002, on a dit 2010, les ARS 2007, 2005, etc. Mais c'est la même chose, j'ai vu ça chez Citroën, j'ai vu ça dans la recomposition des équipes chez Peugeot Citroën. Donc, jouer l'institution, c'est ne rien dire et laisser faire. Et se dire, bon, ben, cause toujours, j'en ai déjà vu, t'es le 12e qui vient, et puis on verra bien, il y en aura encore un 15e. Donc la question de la pesanteur de l'institution. Comment est-ce que l'on a essayé de résoudre ça? Ben, par les formes projets. Les formes projets sont des formes artificielles. Herbert Simon disait, c'est lui qui utilise le terme organisation artefact, science de l'artificiel, ou bien les formes projets de Jean-Louis Lemoigne, sur le constructivisme projectif précisément. C'est-à-dire que nous essayons d'inventer un monde qui dépend de règles artificielles, c'est-à-dire dans lesquelles nous délimitons artificiellement la sphère professionnelle, la sphère publique, la sphère privée. Ou plutôt, nous essayons d'identifier la sphère professionnelle à l'espace professionnel. C'est-à-dire que nous essayons de donner une portée juridique à l'espace professionnel de façon à ce que chacun intériorise cela en termes de sphère. La distinction entre la sphère et l'espace, c'est la suivante. L'espace est juridique. Ici, nous sommes dans l'espace juridique de l'université. Je crois. La sphère est symbolique. Ici, vous êtes dans un espace juridique, donc vous êtes dans un espace professionnel, vous pouvez très bien avoir des échanges à caractère privé. Tu vas manger où après? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous accepteriez un rendez-vous chez madame, etc. Et non, peu importe. Tout truc qui sont de l'ordre de la sphère privée. Et donc la sphère symbolique privée, la sphère professionnelle, la sphère publique, ce sont des sphères normatives. Ce sont des sphères de normes, ce sont des univers de normes dont évidemment les frontières sont perpétuellement négociables. Elles sont négociables et elles sont évolutives en permanence, elles sont totalement instables. Donc la question, l'extrême instabilité, la publicisation de la moindre question, etc., évidemment bouleverse totalement les sphères du monde vécu, comme l'appelle Habermas. Mais est-ce que la numérisation généralisée la bouleverse? Je pourrais poser la question d'une autre façon. Comment se fait-il qu'il y a aussi peu de réactions à une loi qui prétend donner la possibilité à l'État d'avoir les données sur la totalité de ce que vous faites dans une sphère d'intimité? Parce qu'à l'intérieur de la sphère privée qui a émergé à peu près, comment dirais-je, à la fin de... La sphère privée, c'est le XVIIIe siècle. La sphère professionnelle, c'est les corporations d'Ancien Régime. Déjà, les règles commençaient à émerger. Et à l'intérieur de la sphère privée, la sphère d'intimité est beaucoup plus récente. Et donc, la négociation de l'intimité à l'intérieur de la sphère privée. Dans quelle mesure est-ce que l'on accepte que l'intimité, la dislocation des sphères aille jusqu'à une dislocation de l'intimité, une publicisation massive de l'intimité? C'est quand même une question tout à fait majeure. Et qui est une question qui pose des problèmes juridiques tout à fait complexes, en effet. Je vois que, en particulier, dans une situation où vous avez un vieillissement massif des personnes, et dans laquelle vous avez un bouleversement majeur, évidemment, de la notion d'usager, de la notion d'utilisateur, de la notion de client, etc., avec une situation dans laquelle, évidemment, il faut tenir compte au premier chef de la question des clients. Je ne suis pas sûr, par exemple, que la crise que vous évoquiez tout à l'heure ait trait au système d'information. Ça a peut-être trait au fait que, même dans l'administration, il faut prendre en compte les demandes des usagers
et considérer que c'est absolument prioritaire. Et donc le système d'information, ou le système numérique, etc., dépend fondamentalement de la volonté de simplifier absolument les modalités de réponse aux usagers, aux clients, etc. Ce qui est une question extrêmement complexe. Et donc, voilà à peu près, je ne sais pas, il est 12h30, je peux peut-être laisser la place au débat, là, puisque j'ai vaguement parlé de ce dont je voulais parler. Merci à tous. Bon, bah écoutez, s'il y a quelques questions pour Monsieur Lemoine, allez-y. J'ai le micro. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, je pense que quand vous dites les nouvelles lois sur la numérisation, etc., dans la société, dans la sphère privée, les gens sont habitués maintenant, via les réseaux, etc., à partager leurs informations. Et donc, en général, les lois ne précèdent pas ces évolutions. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont relativement acceptées. Parce que ça fait partie des pratiques, enfin, je crois. Hein. Je pense que le numérique accélère des tendances lourdes qui précédaient de très loin. Je pense qu'il y avait des tendances lourdes sociétales qui précédaient. Oui, je vous suis tout à fait. Si vous voulez me dire que l'humanité est une espèce sociale et que donc l'esprit dont je parlais au départ est globalement un esprit social collectif et qui est globalement acquis par imitation avec notre environnement, etc. Mais les évolutions sociétales, ce qui avait précédé le numérique, en gros, il commence, le bouleversement complet, c'est 94-95, enfin, les années 90. J'étais le premier en France, d'ailleurs, en sciences de l'information, puis même ailleurs, à créer un institut de formation multimédia. En 90, pour travailler sur le numérique, on nous prenait pour des allumés à l'époque. Je me souviens que le président de mon université me dit multimédia, tu veux faire du cinéma, et puis je ne sais plus quoi, je dis ouais, mais aide-moi. Mais ceci dit, la publicisation des activités professionnelles, la médiatisation, comment dirais-je, la pénalisation, la tendance à la pénalisation des relations entre les usagers et les producteurs de services. Tout ça a commencé avant le numérique. Ça a commencé avant. En particulier, on voit une augmentation de la contestation juridique. Par exemple, dans les hôpitaux, etc., dans tout le secteur des services aux personnes, c'est le tournant, c'est le début des années 80, on pourrait voir dans le détail. Hein. Mais donc, ça, c'est accéléré, évidemment, par le numérique, jusqu'à un certain point. Jusqu'à quel point ça demande d'ailleurs à être examiné, parce qu'il faut toujours un avocat, il faut toujours porter plainte, il y a toujours des procédures. Non, il y a une autre chose qui a précédé, c'est que on dit qu'on est en crise. Je disais ça à mes étudiants l'autre jour, je disais, mais on n'est pas en crise, vous n'avez rien compris, c'est l'idéologie, ça, on vous fait marcher avec ça. Une crise qui dure 40 ans, c'est plus une crise, c'est la norme. Non, la crise, on répète depuis 40 ans. Crise de 75, d'accord, bouleversement majeur, fin du Taylorisme Fordiste, fin de la société Fordiste, etc., etc. Mais depuis, on est en crise, avec des accentuations, avec des bouleversements. En 2008, on s'aperçoit dans le fond que c'est la financiarisation du monde, etc. Mais bon, on est dans la crise. Or, ces phénomènes ont précédé la numérisation de façon très très forte. Hein, et donc, la question sociétale dont vous parlez, je vous suis tout à fait, mais jusqu'à quel point le numérique crée ça, je ne suis pas tout à fait persuadé. Je pense que ça... l'adoption dans bien des établissements ou des entreprises du numérique bute sur le fait que les gens raisonnent encore sans avoir compris que c'est un phénomène global, que ce n'est pas l'informatique, qu'il faut arrêter de recruter des informaticiens, au contraire, il faut trouver un moyen de rompre le contrat avec eux, et c'est vachement compliqué, parce qu'ils vivent ça mal, évidemment, hein, mais c'est terminé, l'informaticien bloque tout, veut tout contrôler. Il faut arrêter d'internaliser les serveurs et tout ce genre de stupidité qui permet à n'importe quel... comment dirais-je, quel internaute africain depuis son bistrot à Dakar de venir pénétrer, vous piquer toutes vos données alors que vous avez dépensé plein d'argent. Non, il faut repenser tout ça, il faut aller sur des très gros fournisseurs d'accès. La question c'est comment verrouiller le fournisseur d'accès par un contrat. Comment verrouiller le fournisseur d'accès par un contrat tel qu'il vous apporte l'assistance pour l'accès aux données, qu'il vous structure vos données de telle façon que vous y ayez accès, in the cloud, ou dans le nuage, ou où vous voulez, sur Mars. Deuxièmement, que le contrat prévoit qu'il vous
restitue vos données structurées de telle façon que si dans 3 ans vous changez de fournisseur d'accès, vous puissiez récupérer vos données avec un autre fournisseur d'accès. Faire en sorte qu'éventuellement vous ayez un contrat au terme duquel tous les 2 ans, vu l'obsolescence rapide de ce genre de petites machines, en plus pour des questions de mode et tout ça, il faut avoir le dernier, tous les 2 ans ils vous les changent au besoin, etc. Tout ça c'est négociable. Et donc vous êtes encore, et là ils étaient encore en train de se battre avec la directrice de l'informatique pour savoir si on changeait tous les disques durs. Mais on les change, oui, on récupère les données, on les fout par la fenêtre, on les amène chez Emmaüs pour leur en faire cadeau. Enfin, on les met dans la maison de quartier du coin et on les offre avec tous les écrans pour que les gamins puissent aller jouer avec. On est dans un monde qui est totalement bouleversé et dont notre façon de penser est très... On a énormément de mal à penser cette nouvelle affaire, parce que c'est un changement, effectivement, de notre contexte anthropologique, mais un changement immédiat. Ensuite, les objets continuent à avoir la même fonction que jadis. Hein, c'est le roi Gourand qui dit que la différence entre un instrument et un outil, c'est que l'instrument il sert par occasion, alors que l'outil est pensé de façon à avoir une efficacité dans l'usage suivant. Alors la question, donc les formes, les chaises, tous ces trucs merveilleux, les fringues, tout le machin, je suis très attentif aux objets, moi. Parce que quand on parle de changement, on ne parle jamais des bâtiments, on ne parle jamais des lieux. On fait comme si c'était une résistance au changement. La tête résiste, mais attends, et les bâtiments, ils ne résistent pas. Et l'affectation du bureau du directeur, j'ai oublié de demander à votre président quelle était la taille de son bureau, il était situé sur Madame et le vôtre, il est où? Puisque vous êtes directrice, je crois, d'une agence, votre bureau, puisque vous êtes très participatif dans votre entreprise, est-ce que vous avez pensé les lieux de façon à mettre en scène cette... Comme nous sommes une petite association et pas un cabinet de consultants, nous avons peu de moyens, j'ai mis mon bureau où je pouvais. D'accord. Donc à l'entrée, à Madame Académie. Je n'avais pas perçu que vous étiez associatif. Bah oui, on est une fondation. Ah, d'accord, vous ne l'avez pas dit. Je On voit bien, pour aller faire changer un directeur d'hôpital ou un directeur d'ARS et lui dire de prendre le plus petit bureau, vous verrez ce que vous obtiendrez comme résultat. Hein, non, ça veut dire que tout le monde s'accroche au lieu, etc. Donc, je développe. Je vous en prie, s'il y a d'autres questions. Moi, je voulais rebondir sur la notion de transparence, qui n'a pas été très claire, en fait. Il faut le dire. Hein. C'est pas vous, c'était dans l'exposé oui, des étudiants. Je l'ai dit aussi tout à l'heure. En fait, quand on parle de transparence, en tout cas dans mon activité, qui est essentiellement sur les réseaux sociaux, c'est en fait oser dire ce qui se passe réellement dans la structure. Ça, la structure, c'est dans la... Par exemple, quand il y a du changement ou pas. L'entreprise. Dans l'entreprise, oui. Pourquoi vous dire? Parce qu'en fait, on se rend compte que l'internaute, parce que c'est en fait le sujet, en fait, prend confiance en nous quand on est dans cette transparence, quand on ose dire ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif, quand on a une discussion avec l'internaute. Et en fait, ça s'oppose à une communication institutionnelle où on n'a pas de discussion. Ce que vous appelez transparence, c'est dire les choses. Oui, mais c'est assez nouveau, je pense. Non, mais vous les dites toutes. Bah, on essaye, oui. Par exemple, quand on fait du changement, peut-être on y met des formes, mais il faut le dire. Et d'ailleurs, Virginie... Ah bah peut-être aussi. Parfois, peut-être. C'est possible. Je suis un bas breton, j'ai été élevé par des bretonnes. On m'a appris à conserver mon compte à moi et elle aussi. Donc on n'est pas du tout dans la même... Mais tout à l'heure on a parlé, on a parlé de la génération Y, je crois. Eux, en fait, elles se disent tout. Non, ils ne disent pas tout, vous rigolez, non? Un petit peu plus que nous, quand même. Ouais. Mais je crois que c'est une tendance qui s'affirme. Pardon, ça sera un autre débat. Et en fait, c'est un peu ça la transparence, c'est en fait en dire un peu plus et surtout y mettre de l'émotion et discuter. Voilà. La génération Y arrive à la quarantaine. J'ai compris tout à l'heure que vous passiez de la post-adolescence directement à senior. Sortez de l'adolescence vers 40 ans et vous passez à 45 senior. C'est dramatique comme situation, mais bon, moi je suis toujours un adulte basique. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui. Alors, on a beaucoup parlé
parlé des structures et des organisations, des entreprises, des associations, tout ça. Et j'aimerais bien savoir quel est le rôle des jeunes justement dans le changement. Est-ce que vous avez un avis sur ça? La première boutade consisterait à vous dire qu'entendez-vous par jeune? Ben, nous, les étudiants. Donc, qu'est-ce que les étudiants peuvent faire lorsqu'ils sortent? Il y a une situation qui a bougé par rapport, disons, aux années 70-75, que le numérique accentue. C'est qu'avant, les jeunes, comme vous dites, arrivaient et les anciens avaient la maîtrise des règles, des normes, des procédures et globalement la maîtrise de l'essentiel comment dirais-je, des formes de régulation et de coordination implicites notamment qui permettent à des formes organisationnelles de fonctionner. Là, il y a eu une première phase où il y a eu la génération Y dont on disait qu'elle en savait plus sur l'utilisation du numérique que ceux qui étaient déjà dans la boîte et que donc ça leur donnait un certain avantage, etc. Ceci dit, la génération Y, elle arrive à 45 ans pour les premiers là, maintenant, donc ils sont plus jeunes, ils ont une certaine maîtrise. Ceux qui résistent encore, c'est les 47, 50, 60. Les plus anciens, eux, ils ont une maîtrise totale d'Internet et tout ça, ne serait-ce que pour voir leurs petits-enfants et puis pour négocier leurs vacances. C'est des statistiques qui disent ça. Les plus de 60, 65 ans sont les premiers consommateurs. Donc les jeunes, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Leur rôle dans le changement, pas plus que les autres. Je suis désolé, je ne vois pas ce qu'ils peuvent apporter de plus. Le changement n'est pas une affaire de volonté seulement, c'est une affaire de capacité collective à faire bouger, disons, les imaginaires concernant les formes institutionnelles ou les formes organisationnelles. Et j'ai l'impression, je suis vachement prudent d'être dans des situations où je ne peux pas expliquer le fond de ma pensée, mais tout ce que j'ai pu observer sur, je dirais, beaucoup de temps d'observation et de travail en entreprise, je n'ai pas toujours été universitaire, c'est que dans énormément de cas, le changement est subi. C'est-à-dire qu'on gère des situations qui nous sont imposées. Bien sûr, il y a toujours un directeur général qui est là pour 3-4 ans et puis qui décide de prendre la décision qui va faire mal. Et puis qui ensuite se barre éventuellement avec une prime en fonction de l'endroit où on se trouve. Mais globalement, le changement est subi. Et les gens n'ont qu'une idée, c'est de conserver leur boulot, de continuer à avoir à peu près une prévisibilité sur leur environnement, à comprendre les règles qui leur permettent d'agir dans un monde vaguement prévisible. Et donc le changement est subi. Et donc, sauf à considérer que l'essentiel du changement concernerait les relations interindividuelles, ce qui demande à être démontré, parce que les jeunes finissent tous par mettre leur chemise dans leur pantalon à un moment ou à un autre et par mettre la cravate. Vous avez vu aujourd'hui comment ils sont là donc, tôt ou tard, ils finissent par y arriver. Donc, ils deviennent adultes, puis ils deviennent vieux. Donc, je ne crois pas, moi, dans les trucs interindividuels. Je pense beaucoup aux logiques collectives et je pense que le changement est très compliqué parce qu'il est toujours subi. C'est pas un peu pessimiste, ça, quand même? Non, moi, je suis un réaliste optimiste. Il y a pas des jeunes La différence entre le réaliste optimiste et le réaliste pessimiste, c'est que le réaliste pessimiste pense que tout fout le camp, qu'on se casse la figure, et que de toute façon on va tous dans le mur, et le réaliste optimiste pense aussi qu'on va tous dans le mur, c'est inévitable, individuellement et collectivement, mais se dit que dans l'intervalle, il y a moyen de faire des trucs intéressants et qui peuvent faire avancer un peu pour ceux qui suivent. C'est la différence. Mais on va dans le mur. Bon, mais j'essaierai de vous faire mentir. Bah non, tâchez d'être un réaliste optimiste. Comme ça, vous ferez des choses. Avec la cravate ou quoi? Il n'y a plus besoin de cravate maintenant. Même le Premier ministre a changé sa couleur de cravate, si vous voulez dire que c'est sur le déclin. Je sais pas, mais pourquoi pas avec la cravate? Avec la cravate, si vous voulez, pourquoi pas? Je n'avais pas mis, si j'avais su, je vous aurais mis. Merci. Une dernière question? Ce sera une remarque. Une remarque. Parfait. Donc il y aura une remarque un peu boutade. Les seniors dans les catégories sportives ont 30 ans, donc déjà rassurez-vous, première chose. Et deuxièmement, je voulais vous remercier d'avoir mis en avant l'importance de l'usager dans ces nouvelles technologies, parce que pour travailler avec des étudiants qui sont dans les multimédias et qui créent souvent des sites, l'usager n'est pas forcément leur priorité. Ils répondent souvent à des attentes de commanditaires et très peu se posent la question de l'usager. Et c'est ce qui pour moi est important et je trouve que c'est intéressant que vous leur ayez fait prendre conscience de ça. Alors peut-être pas là pour les masters, mais je vois pour les DUT, les licences,
l'usager n'est pas une priorité et donc il continue souvent à créer des produits, des objets qui répondent aux attentes d'un commanditaire et non pas des personnes qui vont utiliser l'outil. Voilà, c'était juste la remarque que je voulais faire. Ouais, c'est beaucoup plus radical que ça. En fait, j'ai une thèse qui vient d'être soutenue par une excellente thèse qui a été soutenue par Olivier Saroui, qui est un de mes étudiants et j'espère un de mes futurs collègues. Il est parti chercher, il avait fait une formation d'ingénieur informaticien, sorti major d'une grande école, on lui a filé de l'argent pour faire sa thèse en informatique, il s'est aperçu qu'il travaillait sur les drones, il a été saisi d'une crise existentielle, politique, idéologique totale, et j'ai vu arriver dans mon bureau il y a quelques années en disant « je veux plus bosser là-dessus, je renonce, je veux aller dans une perspective critique, etc. » Bon bref, je lui ai dit, bon, mettez-vous en Master 2, on verra bien ce que vous savez faire. Et il est allé chercher des entreprises sur Internet. Alors il y en a un certain nombre d'américaines. En fait, ce sont des toutes petites structures qui sont en veille stratégique sur le web pour trouver toutes les idées qui sont mises en avant par des utilisateurs particuliers, donc privés, qui ne savent pas que c'est une idée exploitable éventuellement. Eux récupèrent l'idée, essaient d'impliquer les utilisateurs dans l'exploitation de l'idée. Ils déposent les brevets bien souvent sans que celui qui a eu l'idée le sache, et ils mettent en place des formes d'entreprises qui sont virtuelles, donc réelles, très réelles. On sait bien depuis Deleuze que le virtuel est réel, c'est du réel qui s'actualise périodiquement, et il a mis en évidence les modalités radicales qu'ont tous les grands donneurs d'ordre, que ce soit Google, que ce soit Facebook, etc., derrière ces petites boîtes-là, de mettre en place des dispositifs d'observation des usages et d'observation des usages décalés et émergents. Et la totalité, c'est l'un des gros problèmes, d'ailleurs la sociologie des usages qui est restée sur l'idée, on propose et puis on voit comment ils réagissent. Il y a un renversement complet de ce point de vue-là. Du point de vue de la veille stratégique, comme on l'appelle, de l'observation des usages, c'est la prise en compte des utilisateurs et la prise en compte de la capacité d'innovation, même non consciente, des utilisateurs, puisque, c'est ce que je disais tout à l'heure, les objets ne sont pas enfermés dans un usage et nous sommes une espèce, comme beaucoup d'autres, qui adorons jouer pour décaler les règles. Nous avons, même le plus conservateur d'entre nous, passe sa vie à décaler des règles qui ne sont pas conservatrices, du genre, bon, mariage homosexuel, on va rétablir le mariage anti-homosexuel, bon bref, des tas de trucs comme ça, où il y a toujours une tension entre les règles existantes et le décalage par rapport à... C'est la structure, sans doute culturelle de l'espèce qui est comme ça. On le voit dans énormément d'endroits. Et il y a des dispositifs d'observation, de catégorisation, de profilage et de captation des écarts par rapport aux normes. C'est très étonnant. Ce qui fait qu'effectivement, Internet est un espace public. Le numérique est un espace public. Tout ce que vous faites est de toute façon utilisé par les grands donneurs d'ordre, enfin Google, tous les moteurs de recherche, pour vous catégoriser et vendre vos profils, ou nos profils ensuite, plus ou moins, avec plus ou moins de succès, et qui fait que derrière vous recevez toute cette masse d'offres, etc., sur Internet. Mais donc la question des usages est devenue tout à fait centrale. Et là, il y a un bouleversement, je dirais, de mentalité professionnelle, qui est tout à fait difficile, tout à fait majeur. Moi, je pense qu'il faudrait quasiment une génération pour bouleverser ça. Parce que ça se voit aussi dans tout le secteur, par exemple, de services aux personnes. Hein. Je parlais de la loi de 2002 pour le secteur social, médico-social, etc., ou bien les grands textes réglementaires pour les hôpitaux. Tous mettent l'accent sur le fait qu'il faut partir des usagers, se centrer sur les usagers, mettre en place des entretiens. Alors, on a même vu des trucs qui donnaient des cours de sociologie de première année en disant comment faire un sondage, etc., etc. Alors, ça pose des problèmes, parce que, de la même façon, ça pose des problèmes j'ai été impressionné par la qualité je le dis sans démagogie, par la qualité des intervenants de la table ronde. Parce que c'est très compliqué d'avoir à la fois une pratique et une théorie de ces pratiques. Et l'idée d'aller interroger les professionnels en leur demandant, alors vous, comment vous utilisez le numérique et quelle théorie en avez-vous? Ils sont dedans, hein, mais ils sont à fond, et de toute façon, il y a la fin de mois, il faut assurer les salaires, il faut trouver les usagers ou les clients, je ne sais pas comment vous les appelez dans votre fondation, etc. Donc on est dans une certaine urgence là qui est consubstantielle aux entreprises et aux formes d'organisation diverses et d'administration. Donc avoir une théorie des pratiques, c'est compliqué. Mais les usagers n'ont pas une théorie de leurs pratiques. Moi, il y a la psychosociale dont vous parliez,
s'est fait son bonheur là-dessus, toute l'équipe ajoute les Beauvois. Là. Ils vont interroger ils mettent en scène des enquêtes où il y a une jeune femme en pantalon et à talons plats, une jeune femme en pantalon et avec talons hauts, une jeune femme en mini-jupe avec talons hauts. Et puis ensuite, ils vont voir à qui le mec de base, l'homme avec un H, répond le mieux. Bah évidemment, la nana en mini-jupe et talons hauts, sauf si on le chope à la sortie du supermarché avec sa femme le samedi. Alors là, il répond pas, il trace. Et donc, les questions, donc c'est du basique. Mais il y a une question fondamentale, c'est est-ce que les usagers ont une théorie et sont capables de théoriser leur pratique? C'est une vraie question. Hein. C'est une question très 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 complexe parce que, par exemple, la production de services, le service ne précède pas le moment où on le produit. C'est très particulier par rapport à la situation de production de biens. Il y a une coproduction du service. C'est dans le moment de la production du service que le service est rendu. Donc il y a une coproduction entre l'usager, une interaction entre l'usager et celui qui le produit. Après, on va demander à l'usager ce qu'il en pense, mais en bonne logique, il faudrait faire une table ronde et un dialogue entre l'usager et le professionnel. Vous voyez, ça pose des problèmes très très particuliers comme ça, hein, qui sont en plus très, très fortement... il y a des injonctions à l'hôpital, dans les équipes, dans toute une série de secteurs de services aux personnes, dans une maison de retraite, etc., pour dire, allez interroger, tâchez de me dire ce qu'ils font. La question des usages et la question des usagers est devenue une question tout à fait centrale et stratégique. Ouais. Voilà. Très bien, merci. De rien. Alors nous vous proposons la pause déjeuner de 1h30 pour nous retrouver ensuite en atelier de 14h30 à 16h30. Donc n'oubliez pas de vous inscrire durant la pause déjeuner aux ateliers et également d'utiliser le hashtag Orco 2015. Ah oui, et de prendre votre exemplaire, bien entendu, du journal que nous avons réalisé, Eco de Pro. Merci à tous. Bon appétit.